Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, deux films ovnis, deux films improbables, deux films où si j'avais mis le nom du réalisateur sur la vignette ou dans le titre de la vidéo, personne n'aurait cliqué dessus. Et évidemment, ce sont deux films du même réal. Ce réal, il s'appelle Didier Grousset. Je suis sûr que vous savez absolument pas qui c'est. Et ce sont deux films dont je vais parler. Alors, un film plutôt pas malaisant, quoi, mais un film un peu glauque. Et puis l'autre, totalement feel-good movie. Voilà, donc deux films français, années 86, et l'autre qui date de 90. Allez, c'est parti, on commence par le premier, Kamikaze. Je vous rappelle notre feuilleton précédent, la loi Kamikaze, donc sorti en 1986, réalisé par Didier Grousset. Alors juste quand même pour revenir sur ce réalisateur, qui n'aura finalement réalisé que deux films, puisque maintenant je crois qu'on le voit plus sur des épisodes genre Plus belle la vie ou des choses comme ça. Mais à l'époque, Didier Grousset, c'était l'assistant réalisateur de monsieur Luc Besson. Et ouais. Et donc à cette époque-là, en 86, Luc Besson n'a réalisé que deux films, l'incroyable Dernier combat et Subway. Et évidemment, Didier Grousset se retrouve assistant réal. Et alors, ce Kamikaze est produit non seulement par Luc Besson, mais en plus par la Gaumont, et donc va être réalisé par ce fameux Didier Grousset. Et alors d'ailleurs, c'est assez bizarre dans ce film, parce qu'on a quand même parfois même l'impression que Luc Besson a pris la caméra et a filmé certaines séquences, voilà, pour tout vous dire. Il y a même la musique d'Eric Serra qui accompagne tout le film. Donc autant vous dire que c'est un film très imprégné de l'âme et du délire un peu bessonien, et donc c'est ce qui va d'ailleurs en faire sa petite particularité et de pourquoi ce film est tant magnétique, parce que je trouve qu'à ce moment-là, en tout cas, Luc Besson est clairement dans sa meilleure période. Après, évidemment, Kamikaze, c'est un film qui a quand même pas mal de défauts, c'est un film qui a clairement bidé en salle, alors que finalement, c'est un film français de genre fantastique, mais au postulat tellement ouf, tellement improbable, tellement presque irréalisable. Alors bien sûr, dans n'importe quel film fantastique, le postulat est de toute façon irréalisable, mais alors, là, ça manque peut-être un peu de crédibilité, mais je vais en parler très rapidement. Donc l'histoire en gros de Kamikaze, c'est un inventeur de génie, donc joué par Michel Galabru, qui va se faire virer de l'entreprise dans laquelle il travaille, et donc quelque part pour se venger, il va devenir tueur en série, mais alors tueur en série un petit peu particulier. Il va tuer des speakerines de la télévision à distance, de chez lui. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les speakerines, c'était évidemment très en vogue à l'époque dans les années 80, très en vogue. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez voir mes vidéos sur la télé des années 80 et 90 et vous allez voir ce que c'est qu'une speakerine. En gros, une nana assise sur une chaise avec une plante à côté et qui annonce les programmes à venir. Moi, j'ai toujours aimé les speakerines. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs qu'elles reviennent à la télévision. Bon, bref, passons. Et donc, en gros, lui, il va tuer des speakerines en direct. Et un enquêteur, un flic, joué par Richard Bohringer, va devoir mener l'enquête. Alors, on a un duo d'acteurs absolument fabuleux. Déjà, Michel Galabru. Bon, moi j'adore évidemment Michel Galabru. Là, c'est pas le rôle de sa vie, mais il est totalement en incarnation du personnage, mais c'est vraiment à la limite du flippant. Il est absolument génial. Alors des fois, oui, il en fait des caisses, bien sûr. De toute façon, c'est un peu Michel Galabru. Michel Galabru, il en fait beaucoup. Mais là, peut-être qu'il en fait encore plus. Mais parfois, il est très juste. Et parfois, voilà, il joue vraiment très bien son rôle de psychopathe complètement taré. Et puis, de l'autre côté, tu as Richard Bohringer qui, lui, va être un peu le contrepoids de tout ça. Et Richard Bohringer qui, finalement, interprète très bien son rôle de flic. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est de voir que Besson les a récupérés du film Subway, puisque dans Subway, Michel Galabru et Richard Bohringer jouaient tous les deux des rôles totalement différents. Et donc, il va les récupérer de Subway et les prendre dans Kamikaze, en tout cas en termes de producteur. Et donc, tout ça forme évidemment un duo d'acteurs assez fabuleux. Tu as même Dominique Lavenant et la fille de Richard Bohringer dans un tout petit rôle. Elle avait, je sais pas, peut-être 5-6 ans à l'époque, et qui joue un tout petit rôle. Alors évidemment, dans ce film, malgré tous les défauts qu'il peut y avoir, il y a des thématiques intéressantes. Il y a notamment la thématique de l'omniprésence de la télévision, dont Besson et Didier Grousset nous parlent beaucoup. T'as vraiment l'impression qu'ils ont une dent à l'époque contre la télé, je sais pas. T'as vraiment l'impression, voilà, à travers leurs personnages qui dénoncent, si tu veux, un petit peu l'abrutissement de la masse par la télévision, avec les pubs sans arrêt, les speakerines, etc. T'as vraiment l'impression qu'ils aiment pas du tout ce qui se passe à la télévision. Bon, donc il y a cette thématique-là qui est pas développée, mais qui est plutôt pas mal. Et puis aussi la thématique du laisser pour compte. Ça va être évidemment le cas de Michel Galabru. Alors, évidemment, cette thématique, elle aurait pu être très intéressante, seulement attention, on est chez Luc Besson, ça manque un peu de subtilité, très clairement, cette thématique du laisser pour compte, c'est-à-dire que, voilà, j'ai été viré, je veux me venger, gna gna gna, c'est-à-dire que
On a l'impression de voir tout un petit peu à hauteur d'enfant, malgré que ce soit Michel Galabru qui l'interprète quand même. Mais si tu veux, c'est plus un problème d'écriture de personnage et pas d'interprétation. Et le problème, c'est qu'on a vraiment l'impression, voilà, encore, si tu veux, d'être dans une vision un peu à la Luc Besson. Pour moi, Luc Besson, c'est quand même un enfant dans un corps d'adulte, hein, et ça va être le cas dans beaucoup de ses films, même des films que j'aime de lui. Hein. Mais c'est ce qui fait aussi sa marque, aussi, c'est ce qui fait son charme. Mais c'est vrai qu'on va être beaucoup là-dedans. C'est écrit avec un manque de subtilité quand même assez flagrant, mais heureusement, la réal se rattrape derrière. Le jeu d'acteur de Michel Galabru est absolument fabuleux, donc clairement, on passe quand même un très bon moment. Alors évidemment, après, dans ce film Kamikaze, il y a l'invraisemblance du scénario. Il y a cette histoire totalement, mais what the fuck, hein, vraiment, disons-le. Mais alors, je ne sais pas comment et je ne sais pas pourquoi. Alors ça, c'est l'alchimie de certains films qui fait que le film est tellement magnétique que en fait, on commence, on le regarde jusqu'au bout, on kiffe, et malgré l'invraisemblance du scénar, on est accroché. Et pourquoi on est accroché? Tout simplement parce que Didier Grousset et Luc Besson, dans leur scénario, tentent de tout expliquer, c'est-à-dire de tout rationaliser. C'est ça qui est quand même extraordinaire dans ce film. Et c'est-à-dire que plus on voit, il y a toute une phase en fait, avec les explications, etc., des scientifiques, des psychologues et tout ça. Et en fait, tout ça apporte un sentiment de crédibilité vraiment à ce film. Alors que c'est totalement farfelu quand même. Je veux dire, il y a des films avec évidemment des postulats fantastiques qui ne pourront jamais se produire dans la vie parce que c'est fantastique, mais à la limite tu dis « Ah, c'est marrant, ça pourrait être crédible ». Mais là, c'est absolument pas crédible. C'est-à-dire, c'est impossible que ça se passe dans la vie. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose qui te fait croire à cette histoire, peut-être parce que les deux scénaristes croient à ce qu'ils racontent, donc du coup ils arrivent à te faire croire à ça. Et puis surtout, je crois que c'est le bon développement en fait de tous les arguments pour te faire croire à cette histoire qui marche bien en fait, qui marche bien. Donc de ce côté-là, moi je trouve que c'est quand même plutôt bien écrit. Et pour finir là-dessus, tu as clairement des explications qui pourraient presque se tenir, quoi. C'est ça qui est juste dingue. Alors ensuite, évidemment, au rayon des défauts, parce qu'il y en a, il y a des gros problèmes d'écriture aussi, hein. C'est-à-dire que il y a les forces et faiblesses. C'est-à-dire qu'il y a des forces pour moi, aller dans l'explication, de tenter de rationaliser quelque chose qui est totalement tiré par les cheveux. Et puis il y a aussi des manquements scénaristiques très clairs, hein, disons-le. Allez, je spoil un peu, mais c'est pas grave. De toute façon, regardez le film quand même, parce que ça vaut vraiment son pesant d'or. Mais il y a carrément une scène où tu as la nièce qui se fait tuer. Alors je vous dis pas par qui se fait tuer. Tu as donc le mari de la nièce qui arrive, qui la prend dans ses bras, qui la voit morte, et puis qui la laisse à terre, et qui va essayer de déjouer les plans de Michel Galabru, quoi. Donc si tu veux, il y a un moment donné, tu peux pas croire à ça, quoi. Bon là, moi je trouve qu'il y a quand même des gros manquements, c'est-à-dire que soit Besson a pressé à la production et a dit à Didier Grousset, non, il y a des scènes que tu pourras pas mettre, parce que t'as vraiment l'impression de trou, quoi, hein, c'est juste pas possible. Ou alors, je sais pas, c'était écrit comme ça, mais il y a quand même de gros manquements, c'est-à-dire de gros ficelles, de gros sabots, de gros trucs, où tu dis, ouais, alors là, franchement, c'est archi pas crédible ton truc, laisse tomber. T'as l'impression d'un espèce de fin de film un peu rushé, en fait, où ça manque clairement de développement sur certaines scènes. Ça, c'est un peu dommage. Mais très honnêtement, c'est un film qu'il faut regarder. Alors, c'est un film, je vous préviens, 13 années 80. Certains peut-être diront que c'est un nanar, hein, j'en sais rien. Moi, c'est un film que j'aime énormément. C'est un film qui est parfois très violent aussi, qui n'hésite pas à nous mettre pas du gore, faut pas exagérer, mais de l'hémoglobine, en veux-tu, en voilà. Et c'est hyper efficace, quoi. Et je le répète, Michel Galabru, absolument fabuleux. T'as quand même des plans sur lui qui sont absolument pas malaisants, mais disons qu'il arrive quand même à susciter la peur, quoi. C'est quand même fabuleux. Et puis sinon, c'est un film, 13 années 80, qu'aurait pu ouvrir la voie à tout un cinéma français fantastique. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu de films français fantastiques, mais pour moi, très peu. Et alors, c'est un film qui est complètement passé inaperçu, hein. Moi, je voyais les affiches dans le métro quand j'étais gamin, mais clairement, je crois, à me tromper, c'est un film vraiment qui a bidé totalement. Et donc, c'est dommage, je vous encourage à le regarder. Kamikaze, sorti en 86, réalisé par Didier Grousset. Ce n'est clairement pas un chef-d'œuvre, mais moi, c'est un film que j'aime. J'ai une tendresse particulière pour ce film, parce que je trouve que c'est un film bien fait, malgré tous les défauts, malgré tous les trucs, malgré certaines choses un petit peu dépassées. Kamikaze, donc disponible, je crois, chez Gaumont en DVD, ou alors carrément en VOD. C'est bon, j'achète. Deuxième film de cette sélection est toujours réalisé par Didier Grousset, hein, comme je vous disais en début de vidéo, un vidéo spécial Didier Grousset, qui l'aurait cru. Rendez-vous au tas de sable, sorti en 1990 avec Richard Gottener. Pour
pour ceux qui connaissent Richard Gottener, artiste totalement farfelu des années 80, qui a sorti pas mal de disques, d'albums, voilà, on connaît. Et surtout, il ne faut quand même pas oublier chez Richard Gottener son talent de savoir composer des publicités. Vous savez, toutes les publicités françaises qu'on a vues dans les années 80, que je n'ai pas pu mettre d'ailleurs dans la vidéo sur la télé des années 80, parce que c'est soumis à trop de droits d'auteur et tout, c'est trop compliqué, les vidéos sont strikées. Mais allez voir, voilà, les pubs de Richard Gottener sur YouTube, vous allez voir, vous allez vous régaler. Il y a plein de mélodies hyper sympas qui nous ont marqué vraiment, et c'était vraiment pour moi un super parolier à ce niveau-là. Et là, on a donc un film qui va non pas être réalisé par lui, mais scénarisé, entre autres, par lui. Rendez-vous au tas de sable. Alors, là, c'est le film encore plus improbable que celui d'avant. Vraiment, c'est le film encore plus ovni, au point où tu te demandes quand même, mais comment des producteurs ont pu se dire à un moment donné, waouh, putain, tu sais quoi, on va produire ce film qui s'appelle Rendez-vous au tas de sable, et putain, ça risque de cartonner quand même, ça risque de faire beaucoup d'entrées, on va ramener, je sais pas moi, un public intergénérationnel, putain, ça va tout défoncer. Non mais, tu te demandes comment des producteurs ont pu penser ça à un moment donné, quoi, parce que forcément, tu dois le penser quand t'es producteur. Mais, et c'est là peut-être tout l'attrait du film, c'est qu'en fait, t'as l'impression que ce film, il y a eu zéro calcul. C'est-à-dire que c'est un film fait par des mecs qui avaient envie de faire ça, c'est tout. Peut-être même pour un public de niche, à la limite. J'ai vraiment envie de te dire ça. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que ce film, c'est pour un public de niche, quoi, très clairement. Et que les mecs se sont dit, voilà, il n'y a pas de calcul, pas de machin, pas de truc. On s'en fout, on fait ce qu'on a envie de faire. On dit un fuck à tout le monde et on fait le film. Voilà. T'as vraiment, quand tu regardes Rendez-vous au tas de sable, cette impression-là. Donc en gros, le pitch, c'est Richard Gottener qui est un dépanneur de voitures, donc ce dépanneur qui s'appelle Nickel, et qui va faire la rencontre de deux musiciens complètement ratés, fauchés, qui jouent devant les bars, et il va s'improviser, en gros ce Nickel, il va s'improviser manager, et le but c'est de monter en fait un groupe à partir de ces deux personnes-là, et voilà, et éventuellement de devenir des stars et tout ça. Voilà le pitch en gros de Rendez-vous au tas de sable. Alors, dans ce film, donc tu as un Richard Gottener totalement en roue libre, non pas que ce soit un grand comédien, mais il a un capital sympathie, mais indéniable. Et puis, surtout, il y a ces punchlines, voilà, très sympas, des vannes, très marrantes. C'est pas un film hilarant, mais c'est un film très attachant. Et puis surtout, il va y avoir voilà, quelques vannes super sympas, des dialogues complètement ouf, et c'est ce qui va faire un petit peu le charme de ce film-là. Alors, on va pas se mentir quand même, j'ai l'impression que quand Richard Gottener a écrit le scénario de ce film, il s'est dit tiens, et si on faisait un peu les Blues Brothers? Alors je m'explique évidemment sur l'aspect Blues Brothers, on est à milieu évidemment des Blues Brothers, qui est un véritable chef-d'œuvre, qui est un véritable joyau, mais quand je parle des Blues Brothers, je pense un peu à la construction scénaristique, c'est-à-dire qu'en gros, le but c'est de prendre des anciens musiciens qui ont raccroché, qui font maintenant des métiers un petit peu lambda, et qu'on va ressortir de leur truc, et qu'on va ressortir un peu de leur cave pour les faire redevenir musiciens. En gros, voilà en quoi ça ressemble aux Blues Brothers. Après, sur le déroulement des choses, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire la finalité n'est pas la même que dans les Blues Brothers, mais vraiment, moi, ça me fait penser à ça, le truc de reformer un groupe, etc. Machin. Après, pour moi, Rendez-vous au tas de sable, c'est pas un film qui brille par sa réalisation, c'est-à-dire la réalisation est très correcte, Didier Grousset donc qui avait opéré sur Kamikaze, qui pour moi fait du bon boulot, qui fait du bon taf. Après voilà, c'est pas là-dessus que tu vas faire voilà, le film est superbe, c'est pas non plus si tu veux sur la qualité de certains acteurs, qui certains sont sympas puis d'autres pas très très bons, mais c'est je crois vraiment un film de personnage. Et Rendez-vous au tas de sable, ça va tout miser là-dessus, c'est un film de personnage méga attachant. C'est-à-dire que tu vas avoir voilà, des personnages, alors il y en a un qui est un peu en mode un peu fonctionnaire, l'autre qui est un peu bourru, l'autre voilà, qui est un peu dans son monde, l'autre qui sait pas trop parler, enfin bon bref, tu as toute une galerie de personnages, ils sont tous losers, ils sont tous ratés, enfin bon bref, mais ils sont super attachants. Et puis surtout, ils forment une espèce de cohésion à l'intérieur de ce groupe, et t'as du mal à les lâcher en fait. C'est ça qui est plutôt très sympa dans Rendez-vous au tas de sable. Et donc comme je disais, c'est pas un film hilarant, c'est pas un film oh là là super drôle, on n'est pas si tu veux dans du Francis Weber quoi, très clairement, et surtout qu'il y a même plutôt des gags parfois qui sont un petit peu dépassés quoi, qui pouvaient peut-être faire rire à l'époque et qui maintenant sont un petit peu dépassés, mais c'est un film qui est vachement attachant en fait, que tu regarderais presque non pas pour te marrer, mais presque voilà comme ça avec un œil totalement nostalgique en disant ah putain c'était marrant cette époque, elle était bien cette époque quand même, c'était ensoleillé et tout. Bon après c'est la thématique du film qui veut ça, mais ce que je veux dire c'est que voilà, on arrivait à rendre quand même voilà à travers un petit film qui paye pas de mine, plein de personnages, tout un univers attachant qu'on a vraiment envie de suivre. Et s'ajoute à ça évidemment des idées absolument géniales. Alors je vous en dévoile une là comme ça, c'est le fameux combat de rock pour ceux qui ont vu le film. Je trouve que c'est une idée absolument dingue. Voilà, vous avez un ring,
un micro au milieu, et au lieu que ce soit des boxeurs, bah, ça va être des chanteurs. Alors d'un côté, tu as Django Edwards qui fait une apparition dans ce film, enfin qui a quand même un petit rôle dans ce film. Hein. Django Edwards, pour ceux qui ne savent pas, c'est le comique américain complètement taré, mais tu sais, celui qui fait absolument n'importe quoi. Voilà, je vous recommande d'ailleurs de regarder Les Nuls de l'émission avec Django Edwards, c'est absolument génial, tellement c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment très drôle là pour le coup. Et donc d'un côté, on a Django Edwards, donc avec son groupe de métal, de hard rock, je sais pas quoi, voilà, qui va jouer un morceau super vénère, et de l'autre côté, t'as Richard Gottener avec son petit groupe, voilà, qui fait une petite balade, et voilà, et ça va être un combat, en fait, ça va être un combat de rock sur un ring. Donc l'idée est absolument fabuleuse, l'idée est absolument géniale, c'est totalement déjanté, voilà, donc Rendez-vous au tas de sable, ça va être ça va être voilà, un petit film comme ça, qui va avoir beaucoup d'imperfections, qui va avoir des trucs un peu lourds, mais voilà, qui va être parsemé comme ça de petites idées très très sympas, et qui rendent le film vraiment, je le redis, hein, qui rendent le film vraiment attachant. Et puis aussi, c'est un film hyper rythmé, hein, il n'y a pas un bout de gras dans le film, quoi. Je veux dire, les séquences s'enchaînent vraiment, c'est assez fabuleux à ce niveau-là, le film est très bien rythmé, mais c'est vrai que ça reste quand même pour moi un film de niche, hein, disons-le très clairement. Alors après, au rayon des choses qui sont moins réussies dans le film, pour moi, c'est plus la dernière partie, c'est-à-dire, voilà, pendant 1 heure, pour moi, ça se déroule très bien, parce qu'on a la progression de ce groupe, voilà, jusqu'où vont-ils aller, vont-ils réussir à devenir des stars, vont-ils réussir à devenir un véritable groupe, avec toutes les embûches que ça comporte, et puis, au bout d'1 heure, on a un peu compris le délire, et je trouve que le film patine un peu, on a le droit à des séquences un petit peu lourdingues, les perruques, les poètes, les machins, bon voilà, avec des musiques pas très réussies, alors que je dirais que l'ensemble de la BO composée par Gottener, elle est plutôt sympa, dans le style Gottener, mais vraiment, c'est très sympathique, et je trouve qu'au bout d'1 heure, voilà, on a compris, tu sens que ça rame un peu pour arriver à la fin du film, et puis voilà, on a les dernières minutes du film, pareil, qui sont un petit peu lourdingues, je trouve, c'est un peu dommage, par rapport vraiment, je trouve, à la qualité de la première partie, qui est vraiment absolument dingue, et ça se casse la gueule un peu pour moi sur la fin. Allez, mention spéciale quand même à la dernière chanson de Gottener, très sympathique, voilà, un petit bonbon comme ça, parce que le personnage va découvrir l'amour et tout ça, et c'est plutôt très sympathique, mais c'est dommage que le film, voilà, patine trop dans la dernière partie, s'effondre un peu, mais tout ça est anecdotique, parce que Rendez-vous au tas de sable, c'est vraiment le petit film sympathique. Est-ce que c'est culte? J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est nanardeux? Peut-être, mais en tout cas, c'est un film vraiment que j'aime, dont j'avais envie de vous parler. Voilà, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Je crois qu'il est disponible aussi en VOD et en DVD. Voilà, c'est le film, à mon avis, qui a bidé total au cinéma, mais à la limite, ça ne m'étonne pas. Autant il peut y avoir des injustices dans le fait qu'un film bide au cinéma, mais là tu te dis non, le film tellement barré, c'est tellement un film pour, je sais pas moi, je sais même pas pour qui c'est en fait Rendez-vous au tas de sable. Je te dis, c'est pour ça que il y a peut-être même pas de calcul derrière en fait. Voilà, c'est ça qui est très impressionnant dans ce film. C'est peut-être un des rares films où tu sens qu'il n'y a pas de calcul, où tu sens que les mecs ont fait ça, on se sont dit bon voilà, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, on s'en fout, on le fait quand même quoi. Voilà. En gros, t'as vraiment cette impression-là quand tu regardes Rendez-vous au tas de sable, bien plus que le film d'avant, hein, bien plus que Kamikaze. Kamikaze où là tu sens vraiment une entreprise derrière, tu sens que Besson, bon bah c'est le producteur, qu'il y a une part de calcul bien évidemment, qu'il faut absolument réussir à imposer le genre fantastique français au cinéma. Alors ça a échoué, mais tu sens vraiment qu'il y a du calcul et que ça ne s'adresse pas juste à une partie d'un public quoi. Le Rendez-vous au tas de sable, c'est l'inverse quoi. Rendez-vous au tas de sable, c'est vraiment le truc l'ovni total, tu sais pas ce que ça fout là, mais c'est là, et ça restera peut-être là pendant longtemps d'ailleurs, voilà. Donc regardez Rendez-vous au tas de sable, dites-moi aussi dans les commentaires évidemment pour ceux qui ont vu ces films-là, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors c'est des films voilà que j'aime beaucoup, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein. Très clairement on est très loin de chefs-d'œuvre, mais après tout on n'est pas tout le temps obligé de défendre et d'aimer les chefs-d'œuvre. On peut aussi aimer des films qui sont pas parfaits, qui ont plein de choses qui vont pas, mais qui sont attachants, qui sont sympas, voilà, et qu'on aime bien revoir des fois. Et quand vous avez un coup de cafard, et ben vous mettez Rendez-vous au tas de sable, pas Kamikaze, hein, parce que Kamikaze c'est vraiment glauque pour le coup, mais Rendez-vous au tas de sable, voilà, c'est le feel good movie par excellence et qui fait du bien. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, on se retrouve ce soir pour le live en compagnie de Merej, Miko et John Ali pour la deuxième partie du live sur Keanu Reeves, et on se retrouve très vite évidemment pour une prochaine vidéo. Ciao!